Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À Solux Hôtel s'est tenue hier vendredi la 9e session de l'Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain sous la présidence du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana, assurant l'intérim de son homologue de l'énergie et du pétrole en présence du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Ibrahim Yacouba. Kisengui Apollinaire remplace Diallo Amadou, qui a assuré avec brio le secrétariat général du WAP pendant ses 9 années d'existence. Les détails avec Gérard Ablaziz et Sani Issouf. Avec l'élection d'un nouveau secrétaire général à l'ordre du jour, cette 9e session de l'Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, WAP en anglais, a permis aux 26 sociétés d'électricité membres et aux partenaires techniques et financiers de mesurer le chemin parcouru et de fixer de nouveaux objectifs à cette organisation de l'espace CEDEAO qui est dans sa 9e année d'existence. Pour son tout premier secrétaire général et sortant, il n'y a pas meilleur endroit que Niamey, qui avait déjà servi de cadre à l'éclosion de l'institution. Pour l'EOA, revenir à Niamey 9 années plus tard, c'est la preuve par 9 que cette culturelle et belle ville de Niamey est le rivage où l'arbre appelé Nia, que représente l'EOA, vient puiser de l'eau dénommée Mei pour donner l'énergie aux États membres de la CEDEAO. Assurément, Niamey porte bien son nom de deuxième capitale de l'EOA, où nous venons nous ressourcer et apprécier le couronnement des efforts de la création de notre organisation. Aujourd'hui, le nombre de sociétés membres de l'EOA a été plus que triplé. Au nombre de 7 au départ, elles sont aujourd'hui 25 et proviennent aussi bien des secteurs publics que privés, même du Maroc et des 14 États membres de la CEDEAO. Je me réjouis qu'une 26e société frappe à notre poste ce jour. En ce qui concerne l'environnement institutionnel, nous avons mis en place les autres structures de gouvernance, à savoir le conseil exécutif et les comités organisationnels. Au plan technique, l'action de l'EOA repose sur le plan directeur de développement des moyens de production et de transport d'électricité de la CEDEAO, élaboré en 2004, puis actualisé en 2011. Ce plan directeur prévoit, à l'horizon 2025, la réalisation des infrastructures suivantes. 24 projets hydroélectriques d'une capacité de 7092 MW, 5 projets thermiques de 2375 MW, 4 projets d'énergie renouvelable pour 800 MW et 26 projets de lignes de transport de 16 000 km. La mise en œuvre de ce plan directeur s'est traduite par la préparation, la mobilisation des financements, la réalisation, la coordination et le suivi de 27 projets prioritaires qui sont à des étapes de développement variées. Grâce à l'action de l'EOA, le volume des échanges d'énergie entre les sociétés d'électricité membres tourne autour de 8% de 60 000 gigawattheures d'énergie produite dans la sous-région. Au chapitre de la mobilisation des ressources, le secrétariat de l'EOA a pu mobiliser plus de 2,140 milliards de dollars, dont environ 2 milliards 350 millions de dollars sont affectés à la mise en œuvre de projets prioritaires. 60 millions de dollars consacrés aux activités préparatoires des projets et 19 millions de dollars prévus pour le programme de renforcement des capacités. Franklin Badé de la Banque mondiale a réitéré le soutien de tous les partenaires techniques et financiers au WAP dans la réalisation de ces projets. Il a en outre exhorté les sociétés d'électricité à améliorer leur situation financière. On prit la parole également à cette occasion Akin Sola, le président du conseil exécutif du WAP, et Morlaye Bangoura, le commissaire à l'énergie et aux mines de la commission de l'IOMOA. L'ensemble des intervenants a réitéré sa volonté et sa détermination à œuvrer pour l'amélioration de la situation énergétique de l'espace CEDEAO pour ouvrir la voie au développement aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, qui est dans cette logique depuis l'avènement des autorités de la 7e République, ne peut que se réjouir d'abriter cette rencontre très importante. Le Niger est donc particulièrement fier d'accueillir cette réunion du WAP pour 2 autres raisons essentielles. Comme le disait M. Diallo,
La première est que le WAP a vu au Niger, en marge du 29e sommet des chefs d'État qui s'est tenu en 2006 à Niamey et qui a vu l'adoption de la politique de la CEDEAO sur l'accès aux services énergétiques des populations rurales et périurbaines pour la réduction de la pauvreté. La seconde raison, c'est que la présente session marquera un tournant important dans la vie de cette organisation avec l'élection des nouveaux secrétaires généraux. Aussi, au nom du gouvernement de la République du Niger, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations qui ont fait le déplacement de Niamey afin de contribuer au développement du secteur électrique et la mise en place du futur marché unifié de l'énergie électrique de notre sous-région. Je puis vous assurer que le président de la République suit avec une attention particulière la mise en œuvre des projets prioritaires et des activités du WAP en général, dont la vision et les objectifs cadrent parfaitement avec ceux du programme de la Renaissance du Niger. À l'issue de ces assises de Niamey, Kissiengui Apollinaire est élu nouveau secrétaire général du WAP. Il faut noter qu'un hommage mérité a été rendu au directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane, et à ses collaborateurs pour la parfaite organisation de cette 9e session de l'Assemblée générale du WAP. Le forum de concertation État-PTF sur le financement de la gestion durable des terres au Niger a pris fin jeudi dernier. Il a été sanctionné par d'importantes recommandations rendues publiques. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable Ada Chefou. La synthèse avec Gérard Abdelaziz et Issoufou Noma. Le forum de concertation sur le financement de la gestion durable des terres au Niger a duré 3 jours. 3 jours qui ont permis à l'État et à ses partenaires techniques et financiers du secteur de l'environnement d'examiner les voies et moyens de mobiliser des ressources pour la restauration et la préservation des ressources en terre et de formuler d'importantes recommandations à cet effet. Développer et mettre en œuvre les stratégies de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Assurer le renforcement des capacités des cadres dans l'élaboration des projets, le financement et la mobilisation des ressources. Organiser des journées parlementaires d'information sur la problématique de la dégradation des terres et la gestion durable des terres. Prendre des dispositions idoines en vue de la mobilisation des ressources pour la seconde phase du PLECO. Encourager les projets transfrontaliers en matière de GDT. Et enfin, mettre en place un cadre de mobilisation des ressources au niveau du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les résultats obtenus par ce forum ont été hautement appréciés par le ministre en charge de l'Environnement. Vos échanges ont conforté les plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, que la question durable des terres constitue une alternative crédible pour le développement socio-économique durable dans un pays dont l'essentiel de la population dépend des ressources en terre. Vos analyses et observations pertinentes ont aussi souligné toute l'importance de promouvoir davantage les actions de communication, la collaboration entre les pays, mais aussi inter- et intrasectorielles, de même que le renforcement des capacités en vue de créer les meilleures conditions de mobilisation des ressources pour la réplication des acquis. Je puis vous assurer que mon département ministériel, dans son rôle de leadership en matière de gestion durable des terres, s'activera dans ce sens, et cela sans attendre, en vue d'une mise en œuvre effective du cadre stratégique de la gestion durable des terres au Niger et son plan d'investissement 2015-2029. Adam Chefou a rendu un hommage mérité à tous ceux qui ont contribué à la tenue et à la réussite de la rencontre, les partenaires techniques et financiers particulièrement, qui ont réaffirmé à cette occasion leur disponibilité et leur engagement à accompagner l'État du Niger pour la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires à la mise en œuvre du cadre stratégique de gestion durable des terres. Voilà, avant la déclaration des partis membres de la majorité présidentielle relative aux propos tenus par le chef de file de l'opposition, Bazoum Mohamed, s'est prononcé sur la question. À l'occasion de cette conférence de presse, nous avons noté quelques puérilités qu'il me plaît de souligner. C'est par là que je veux commencer. M. Seyni Oumarou, qui n'a de cesse d'accabler le président Issoufou, a tendance à dire que lorsqu'il y a un malheur, quelle qu'en soit l'origine, c'est Issoufou le responsable. Ça a systématiquement été ça leur posture vis-à-vis du terrorisme. À chaque fois que les terroristes du Mali
ou que les terroristes de Boko Haram au Nigeria ont frappé le Niger, le responsable c'est Issoufou Mahamadou parce que celui qui les a provoqués. Nous trouvons ça totalement pathétique parce que il faut franchement être à court d'arguments et avoir très peu de soucis pour son image internationale que de réfléchir comme ça. Parce que les Nigériens auxquels il s'adresse, mais encore davantage l'opinion internationale qui est particulièrement focalisée sur les questions d'insécurité et de terrorisme, savent que le président Issoufou n'a ni inventé AQMI ni Boko Haram. Et que ces deux organisations ont d'abord sévi ailleurs pour seulement vouloir s'étendre vers le Niger. C'est le cas de Boko Haram. Et la position du président Issoufou relativement à ces questions, qui est totalement admirée par toute la communauté internationale et qui est fortement soutenue par les Nigériens, ça a été de dire qu'il ne faut pas faire de concessions au terrorisme et qu'il faut le combattre. C'est un signe de courage intrinsèque à la personnalité du président Issoufou, cela. C'est ça qui caractérise le président Issoufou. Il lui avait fallu en effet, et je veux qu'il le sache, il lui avait fallu qu'il soit courageux pour qu'il ne se résigne pas, qu'il résiste sur les 20 années qu'ont duré l'opposition qu'il a eu à faire pour qu'il soit président de la République. Ma conviction à moi, lorsqu'on ne passe pas par des voies de raccourci, être président de la République d'un pays comme le Niger, lorsqu'on est condamné pendant 15 ans à n'être que dans l'opposition, ça a besoin de courage. Et eux, c'est le courage qui leur manque, et lui, c'est le courage qui a pu lui assurer qu'il soit au pouvoir. Ça, c'est sa personnalité, ça ne changera pas. Là où eux, ils lui voient des défauts, les Nigériens lui trouvent plutôt des qualités. La deuxième chose, un autre malheur, celui-ci d'un genre totalement différent, c'est la méningite. Il y a eu une épidémie de méningite cette année, en effet, dans notre pays, comme ailleurs, dans la zone de ce qu'on appelle la ceinture de la méningite. Ça va de l'Arabie Saoudite, au Soudan, hein, jusqu'au Sénégal. Et il y a comme ça des années où ces germes-là circulent particulièrement et sont particulièrement épidémiogènes. Cette année, ça a été le cas. Et eux, ils s'en réjouissent parce qu'ils ont encore là une autre occasion de montrer que le président Issoufou est quelqu'un qui attire le malheur sur le Niger. Et il l'a dit, malheureusement. Et c'est honteux qu'ils le disent. C'est totalement honteux parce que tout simplement, nous, on va le tourner en dérision. Si la survenance de la méningite est le signe qu'un dirigeant porte la poisse et attire des malheurs pour ce pays, on va faire des comparaisons entre eux et nous. Parce que ces gens-là, ils ont été au pouvoir aussi. Et pendant qu'ils étaient au pouvoir, il y a eu des épisodes de méningite comme ça. Et on va voir qui a été plus maudit que l'autre. Nous allons nous livrer à cet exercice puéril auquel eux, ils ont eu recours pour qu'on fasse quelques petites comparaisons. En 1994, vous vous souvenez qui était président de la République? Il est dans les rangs de l'ARDR et il était assis à côté de M. Seyni Omoro. Cette année-là, il y a eu 11 838 cas de méningite avec 1111 décès. En 1995, la même personne était toujours président de la République et tenez-vous bien, il fallait en effet qu'il fût maudit pour qu'il en soit ainsi. Il y a eu 43 203 cas de méningite avec 3800 décès. En 2000, c'est un autre dirigeant de l'ARDR qui était au pouvoir, vous vous souvenez, il y avait eu 14 633 cas, dont 1094 décès. Cette année, il y a eu 6 472 cas avec 447 décès cette semaine. Je veux qu'on fasse les comparaisons. Alors, si c'est vrai que lorsqu'il y a une épidémie de méningite, c'est que le dirigeant est maudit, qui est maudit des dirigeants du Niger pendant ces années-là? Mais je pense que si j'ai insisté là-dessus et si je fais ce commentaire, ce n'est pas tant parce que je crois à moi. Moi, je suis un musulman, je ne crois pas à ce genre de superstition qui relève d'une croyance pré-islamique. Mais aussi comme homme moderne et comme cartésien, je sais que ce sont des choses totalement futiles, celles-là. Mais enfin, puisque eux
c'est le raisonnement. Il pense que l'opinion des Nigériens est totalement naïve et qu'on peut lui faire passer n'importe quoi, et bien même en restant sur leur terrain là, dont je récuse la pertinence, et dont je récuse aussi, par conséquent, l'opportunité politique, même en restant sur ce terrain-là, c'est eux qui ont tort et c'est nous qui avons raison. C'est eux qui ont tort, c'est le président Issoufou qui a raison. Vous suivrez donc la déclaration faite par la MRN, toujours dans le même cadre, dans cette édition. Je vous invite à présent à suivre les réactions des citoyens de Difa par rapport à l'affaire dite Moussa Tchangari. Suivez. Que Tchangari a posé une insulte à l'endroit de la population de Difa, qui a été martyrisée par les événements causés par Boko Haram. Je crois que c'est une insulte grave à l'endroit de la population de Difa. Et depuis que ces événements ont commencé, il y a eu des arrestations un peu partout. Au niveau dans le département de Méné, il y a eu des chefs de village qui ont été arrêtés. Au niveau de Bosso, il y a des chefs de village qui ont été arrêtés. Pourquoi depuis ce temps, M. Tchangari n'a pas demandé à ce que l'immeuble soit fait. Pourquoi spécifiquement il s'occupe des cas des chefs de village qui sont arrêtés à Guesquerou? Est-ce que la commune, le département de Méné n'est pas la région de Difa? Est-ce que Bosso n'est pas la région de Difa? Donc je crois que vraiment il faut qu'on arrête. Les gens qui sont tapis à l'ombre au niveau de Niamey n'ont qu'à nous coller la paix. À Difa, nous avons vu une situation extrêmement difficile du fait de cette situation de Boko Haram. Et s'il y a des gens qui contribuent et qui sont complices à cette secte, moi je crois que le gouvernement a tout le soutien de la population de Difa pour faire ce que la loi dit à ces complices de Boko Haram. Et je dirais que moi je ne vois aucune différence entre Tchangari et les activistes de Boko Haram. Les forces de défense et de sécurité, il faut le dire, ils ont travaillé avec professionnalisme dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Il n'y a pas eu de bavure. Quand vous voyez quelqu'un arrêté, c'est qu'il y a au moins le minimum de suspicion ou de soupçon par rapport à ça. Il n'y a pas eu de personnes qui ont été abattues de façon arbitraire. Il n'y a pas eu de bavure pour des forces de défense et de sécurité. Ils sont en train de maîtriser la situation à différents. On les voit à tout moment, c'est les actions qu'ils sont en train de faire. Vraiment, on salue les forces de défense et de sécurité. Ils ont le soutien de toute la population de Difa, ainsi que le gouvernement. Effectivement, Moussa, aujourd'hui, il a démontré qu'effectivement, il s'est trouvé que les gens qui ont été arrêtés, donc les chefs de village, sont des ressortissants de sa région, on connaît. Mais avant leur arrestation, il y a eu bien d'autres arrestations, il ne s'est jamais prononcé. L'un de l'autre, ce qui est bon, qu'on soit défenseur des droits de l'homme, qu'on soit défenseur de ceci, cela, le moment aujourd'hui n'est pas indiqué, n'est pas opportun pour effectivement divulguer ou prononcer des propos de nature vraiment à remettre en cause les efforts fournis par les autorités de la 7e République pour restaurer la quiétude, pour sécuriser les populations par rapport donc à la menace de Boko Haram. Il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, nous déplorons ces morts, que leur âme repose en paix. Mais il n'est pas aujourd'hui indiqué, j'insiste sur ce thème parce qu'il n'est pas indiqué qu'on soit nigérien, qu'on soit ceci, cela, venir effectivement saper donc les efforts qui ont été fournis pour effectivement garantir la paix, pour garantir la sécurité de la région de Difa. Quel que soit le propos qu'il faut tenir, il faudrait que ce soit des propos de nature à contribuer à sécuriser et à encourager les forces de défense et de sécurité, à encourager aujourd'hui les initiatives et à encourager aussi donc les dispositions qui ont été prises sur le plan sécuritaire par les autorités de la 7e République et leur démembrement au niveau de la région. Quel que soit l'individu, s'il pose des actes de nature à compromettre, à saper l'unité nationale ou même remettre en cause la sécurité, il n'est pas donc au-dessus de la mêlée, il peut être traduit devant les juridictions pour qu'il réponde de ces actes. Parce qu'on a comme l'impression que c'est des actes qui sont perpétrés à des fins personnelles ou à des fins politiciennes. Je pense que ça là, on doit cesser. L'heure n'est pas aujourd'hui à aller dans le sens de la diversion. L'heure aujourd'hui à l'unification. Aujourd'hui, il faut que les fils de ce pays, plus précisément les fils de Difa, puissent comprendre que la sécurité ne peut pas être garantie tant qu'il n'y aura pas la collaboration, la communication à tous les niveaux. Donc, en cela, nous pensons que cette arrestation peut servir d'exemple à ceux-là qui ont des intentions malsaines de vouloir saper les efforts qui sont en train d'être pour effectivement
et ramener la quiétude de la région de Difa. Bon, je pense que la restauration des conseils centrales, là, pouvons dire que ça ne se reprend pas. Parce qu'au Niger, là, il y a des gens qui sont pour et contre le bon fonctionnement de l'État en tant que tel. Parce que Moussa Chankari, ce qu'il a fait, bien que je ne sois pas journaliste, je n'écoute pas beaucoup les informations, je sais que ce qu'il a fait là, ça va à l'encontre de ce qu'on appelle le droit en tant que tel. Parce que à Difa, parce que c'est nous qui savons ce qui se passe à Difa. À Difa, on nous a dit que les gens sont arrêtés, bon, arbitrairement, bon, les gens sont arrêtés, ceci, cela, là. Vraiment, pour nous, tous ceux qui sont arrêtés là, c'est qu'il y a un soupçon quelque part. Maintenant, celui qui est arrêté, si ce sont des soupçons, le gars est là pour se défendre. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour le défendre. Donc, c'est ça, ce qui prouve d'ailleurs que le Niger est vraiment un pays de droit. C'est le droit qui fait que les gens sont... Quand on soupçonne quelqu'un, on t'arrête. Maintenant, à toi de défendre la justice là. Tu peux dire ce qu'on te reproche là, ce n'est pas ceci là. À toi de te défendre. Et bon, prestation de l'armée, nous sommes très contents. C'est pour nous qu'ils sont en train de travailler. Pour nous la population, c'est pour notre bien qu'ils sont en train de travailler. Remise officielle ce matin au ministère de la Santé publique d'un don de médicaments contre la méningite par ZMC Niger Centrale Pharmaceutique. La société a procédé en même temps à la vaccination des populations démunies contre la méningite. Compte rendu Moudanchourou Ouma Jamila et Bachir Harouna. Ces dons offerts au ministère de la Santé publique par la société ZMC Niger Centrale Pharmaceutique est composé essentiellement de médicaments de traitement de la méningite. Il s'élève à plus de 5 335 000 francs CFA. Par la même circonstance, la société a procédé à la vaccination des personnes démunies du quartier Madina. Aujourd'hui, notre plus vif souhait est que ces médicaments soient mis aux malades partout où de besoin, car l'objectif de cette remise est d'accompagner résolument le gouvernement dans l'atteinte de sa noble mission. D'ailleurs, la société ZMC Niger Centrale Pharmaceutique de Niamey ne compte pas s'arrêter là, car de nombreuses doléances sont actuellement en étude, en particulier la dotation des personnes handicapées en doses de vaccins. C'est pourquoi je formule le vœu que ceux qui ne bénéficieront pas de ce don puissent également garder espoir. Une action saluée par le représentant du ministre de la Santé publique qui, en réceptionnant le don, a assuré qu'il ira aux bénéficiaires. Ce geste symbolique ô combien louable nous va droit au cœur. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et de la population du Niger, je tiens à vous remercier et vous féliciter. Je vous rassure que ce geste ira droit aux malades bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, faut-il le rappeler ici? Ce geste humanitaire de la société ZMC Niger vient renforcer la réussite de l'action Front contre la méningite, une maladie qui s'éteint lentement mais sûrement grâce aux efforts de l'État et de ses partenaires. Le département de Ilela a constitué la dernière étape de la mission de la ministre de la Population dans la région de Tawa. D'autres précisions avec Sandana Tahi et Laolissini. Dans la ville de Tawa, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Makibi Kadidiatou Dandobi, a procédé à la remise d'un don composé de 10,8 tonnes de riz, 4 tonnes de niébé, 9,9 tonnes de sel, 5 balles de 8000 couvertures et 5 balles de sans-friperie offertes aux enfants en situation de vulnérabilité. Ces enfants sont suivis dans 9 cégeps de la région de Tawa. Elle a également offert à la région de Tawa 9 cartons de 5 bidons contenant chacun 5 litres d'huile, 20 charrettes bovines et 25 charrettes asines au groupement féminin de la région de Tawa. Ce don vise à améliorer les conditions de la femme et renforcer leur autonomisation au plan social, économique et politique, a indiqué la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant.
En réceptionnant ce don, le secrétaire général de la région de Tawa, Al-Farouk Afelen, a remercié les autorités de la 7e République pour les efforts sans cesse croissants au profit de cette frange de la population, tout en rassurant qu'il ira tout droit aux légitimes bénéficiaires. Après la ville de Tawa, elle est là, où la mobilisation a été à la hauteur de l'événement. Tous les 872 groupements féminins que compte le département y ont été représentés, signe de la détermination des femmes à tirer le maximum de profit de l'intervention de ce projet pour aller de l'avant. Là aussi, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Mekibi Kadi Diatou Dandobi, a expliqué aux femmes la démarche des autorités de la 7e République et de la coopération italienne dans le cadre de leur autonomisation et du développement local. Elle les a invités à une utilisation judicieuse de ces fonds qui leur seront octroyés. Propos du reste corroborés par le maire et le préfet d'Ilela, ainsi que par le secrétaire général de la région de Tawa, Al-Farouk Afelen, qui ont tous les trois rappelé que le projet AFDEL est tout simplement un instrument de mise en œuvre du programme de renaissance. L'honorable député national Amina Madame Zakar Oumarou a appelé les femmes à s'engager davantage pour le renforcement de leur capacité économique pour se libérer du joug socio-culturel. Réagissant aux doléances exprimées par les femmes de Ilela, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Mekibi Kadi Diatou Dandobi, a rassuré qu'elles feront l'objet d'un examen minutieux.